Hello tout le monde! Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de la catégorie Let's Do Design. J'ai créé cette catégorie à la base parce que j'avais envie de vous parler un petit peu de mon métier en dehors du blog et de YouTube. J'ai d'ailleurs déjà commencé il y a quelques semaines quand je vous ai fait une vidéo sur la réalisation d'un book et sur quelques astuces pour mieux les réaliser. Et aujourd'hui, on va parler matos. En gros, je vais vous expliquer un peu quels sont les outils analogiques qui sont pour moi les plus importants pour un designer et quels sont les choix que je fais lorsqu'il s'agit d'acheter mon matériel. Je vais commencer tout de suite par éradiquer le plus gros de tous, c'est-à-dire l'ordinateur. En l'occurrence, j'en ai déjà parlé sur mon blog, j'ai entre autres fait un article sur tous les logiciels gratuits qui sont des must-have selon moi. En plus de ça, il y a bien sûr les grands classiques que sont la suite Adobe et AutoCAD, mais je vais pas m'étendre là-dessus aujourd'hui. Je préfère vous parler d'outils plus analogiques qui vont servir à l'écriture et au dessin, car selon moi, l'écriture et le dessin font partie intégrante de mon processus de conception. Et puis, il faut avouer aussi que je suis un peu une junkie des carnets et du matériel de dessin, donc ça me fait plaisir d'en parler, de pouvoir exprimer ça à quelqu'un, vous voyez. Tiens, justement, on va commencer en parlant des carnets. J'en cumule pas mal en même temps, qui ont chacun une utilité différente, et puis j'ai toujours un stock de malades parce que je ne peux pas m'empêcher de les acheter lorsque j'en vois des jolis. Il y a tout d'abord toujours le petit carnet format A6, donc un quart de A4, que je me trimballe toujours avec moi en fait, qui me sert à prendre des notes au cours de la journée, que ce soit des idées de vidéos, de blogs, de choses comme ça, ou même des petits croquis sur des projets pour des clients. Enfin bref, il me sert un peu tout, c'est ma mémoire sur papier en fait. Ensuite, chez moi, voire qu'éventuellement je transporte lorsque je travaille ailleurs, j'utilise pas mal de carnets format A5, donc un demi A4. Je trouve ça très pratique parce que ça rentre à peu près dans tous mes sacs. Et puis le format A4 a tendance à beaucoup plus se corner parce qu'il est plus grand. Donc comme ça, A5, on a quand même une assez grande surface pour travailler, mais ça c'est plus pratique en fait. Alors je prends plutôt des carnets lignés, car ils me permettent de me repérer quand j'écris, parce que je suis incapable d'écrire droit sinon, mais aussi lorsque je dessine, ça me permet de faire des croquis un peu plus à l'échelle ou en perspective. Alors ça reste de la perspective donc construite et faite à l'œil, mais ça reste un peu plus cohérent, et vu que je suis astigmate, ça me permet de me repérer en fait. Et puis de toute manière, vu que ces croquis et ces notes sont destinés qu'à moi, le fait qu'il y ait des lignes en dessous, je m'en fiche un peu. Ah, et enfin, j'ai toujours un grand carnet format A4 chez moi, qui pour le coup ne bouge jamais, qui me permet d'avoir un peu plus de surface lorsque je dois faire des dessins pour des clients ou pour le blog par exemple. Et j'utilise pour le coup des gros carnets de papier à dessin, donc il y a un petit peu de grammage quand même, ce qui lui permet de résister à la peinture éventuellement. Ah, et normalement, j'utilise aussi du papier layout, donc du papier spécialement adapté pour les feutres à alcool, que j'utilise en format A3 ou A2 selon ce que je trouve, parce que le A2 est plus difficile à trouver. Et donc ce papier me sert de support lorsque je dois dessiner des perspectives, construites en fait. Car il permet vraiment de travailler en transparence avec les feutres à alcool, et en plus il permet de conserver les feutres à alcool, qui sont mon outil principal, plus longtemps, car il sert de barrière, et l'encre du feutre à alcool reste en surface en fait. Donc ça permet de travailler l'encre plus longtemps parce qu'elle sèche moins vite, mais aussi de garder le feutre en lui-même plus longtemps parce que le papier n'absorbera pas l'encre lorsque le feutre passera dessus. Bon, en l'occurrence, je peux pas vous le montrer car j'en ai plus par contre. J'ai aussi un carnet de dessin, alors pour le coup là ça dépend vraiment de l'envie du moment, qui me sert à faire des dessins plus perso. En ce moment, il me sert entre autres comme support pour tout ce qui est dessin que je fais en live sur Twitch. Vous pouvez passer me voir sur Twitch, de temps en temps je passe 1 heure et demie sur un dessin, généralement en début d'après-midi, fin de matinée, et c'est mon petit plaisir en fait, c'est ma pause déjeuner de temps en temps entre deux projets. Ah, et si vous avez envie de dessiner en très grand format, j'ai toujours des rouleaux de craft, que ce soit blanc ou naturel chez moi, qui me permettent de pouvoir dessiner en très grand format pour le coup. Ensuite, niveau outil, comme je vous le disais, je suis une adepte du feutre à alcool. Donc il faut être clair, hein, ils coûtent un bras, mais par contre ils sont vraiment incomparables au niveau qualité et rendu final. Et puis la gamme de couleurs qu'on trouve est quand même beaucoup plus étendue et beaucoup plus subtile qu'avec les feutres classiques. Or, ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai fait plein pendant mes études en fait. Plutôt que d'acheter une boîte de 50 feutres à alcool qui allait me coûter 250 € à peu près, j'ai préféré en acheter 2-3 par mois pendant tout mon BTS, ce qui a fait que je me suis retrouvée avec une belle collection bien large à la fin de mon BTS, donc pour passer les épreuves, c'était nickel. Du coup, ça m'a permis d'éviter de me ruiner d'un coup, d'en acheter 2-3 par mois, donc ça me revenait à peu près entre 10 et 15 €. Et en plus, ça m'a permis d'avoir une belle collection de couleurs avec des couleurs dont je me sers toutes, car comme ça, je les ai choisies un par un plutôt que d'acheter une boîte toute faite. Quelques conseils. Si vous devez acheter une petite boîte préconstruite, achetez une gamme de gris. C'est vraiment ce qui vous sera le plus utile, car ça permet de créer des nuances sur les autres couleurs.
Et pour le coup, moi j'ai acheté une gamme d'une dizaine de gris chauds et une autre d'une dizaine de gris froids. Et je me sers à peu près toutes les nuances régulièrement, vraiment. Après, j'ai mes préférences. J'aime bien les gris, les gris un peu plus neutres. Les gris très très clairs me servent très peu. Et les gris très très foncés me servent très très peu aussi, à moins que je veuille faire du noir. Mais du coup, ça permet quand même d'avoir des belles nuances. Et c'est intéressant d'avoir le pack car il coûte un petit peu moins cher que d'acheter les feutres séparément. Ensuite, pour les autres couleurs, j'aurais tendance à vous conseiller de prendre des tons plutôt un tout petit peu assourdis. Évitez les couleurs trop primaires ou trop vives, car c'est toujours plus facile de rendre un peu plus vif une couleur, mais c'est toujours plus difficile de la ternir au feutre à alcool, je trouve. Parce que pour rendre plus vive une couleur, on peut rajouter des rayons au crayon de couleur, on peut superposer les couches, et donc avoir quelque chose de plus dense. Qu'après, avoir quelque chose de plus pastel, c'est plus compliqué au feutre à alcool. C'est un peu comme avec l'aquarelle, en fait, on commence par du très clair et puis on finit par du foncé. Du coup, prenez plutôt des tons assourdis et éventuellement une boîte de crayons de couleur à côté, plutôt que d'acheter tout de suite des couleurs primaires. C'est un peu l'erreur que j'ai faite au début. Les 5 premiers que j'ai achetés un violet, un jaune, un bleu, un rouge, un vert, qui sont hyper pétants et dont je ne me sers jamais. C'est pas compliqué, c'est les 5 premiers dont j'ai acheté, donc je m'en souviens, et je les ai encore, et ils ont encore de l'encre. Ça fait 10 ans que je les ai. Et pourtant, je me sers mes feutres quotidiennement. Alors attention, en achetant vos feutres, je voudrais pas trop vous conseiller de marque, mais les anciens Tria, ceux d'il y a une dizaine d'années, étaient vraiment très très bien, ceux qui avaient vraiment 3 pointes dont une très très fine. La pointe très très fine était un peu inutile, mais ils étaient vraiment très bien. Par contre, les nouveaux Tria, enfin nouveaux, ils ont 7-8 ans maintenant, sont vraiment pas terribles parce que les capuchons s'en vont tout seuls et du coup ils sèchent extrêmement vite. En plus, les pointes sont de moins bonne qualité et elles cassent. Vu qu'ils ont fait une espèce de pointe pinceau, mais elle est vraiment pas souple, et donc elle casse très très vite dès l'instant où on s'en sert un petit peu, et où il manque un tout petit peu d'encre. Alors oui, ils sont rechargeables, mais les recharges coûtent quasiment aussi cher qu'un feutre. Donc si vous arrivez à trouver des vieux Tria, n'hésitez pas. Par contre, les nouveaux, faites l'impasse et prenez d'autres marques. Du coup, aujourd'hui, j'alterne entre des Touch, qui font des chouettes boîtes de gris pour le coup, des Pro Markers. Alors eux, ils ont que 2 pointes, une pointe fine, une grosse pointe, marqueur. Mais honnêtement, vu que la pointe fine est quand même relativement biseautée, donc on peut quand même pas mal de nuances, ils sont plutôt pas mal. Et puis honnêtement, moi la pointe très fine du Tria, je m'en servais jamais, donc elle me manque pas tellement. Et sinon, j'ai pas mal de Copic aussi, j'aime beaucoup les Copic, car ils ont une très belle gamme de couleurs avec plein de nuances, qui est vraiment chouette pour tout ce qui est ton de la peau. Et en plus, leur pointe pinceau à eux, pour le coup, elle est très réussie, elle est très souple, très agréable à utiliser. Donc voilà, j'ai testé Pro Marker, Touch et Copic, et les 3 sont plutôt bien et sont aussi moins chers que les Tria, donc je vois pas pourquoi on continuera à acheter des Tria qui sont maintenant médiocres. Par contre, je garde précieusement mes vieux Tria que j'adore et qui me servent encore, et 10 ans après ont encore de l'encre et ont encore des pointes nickel. Donc Tria, revenez à votre ancien modèle, par pitié. Donc comme je vous disais, pour ajouter des nuances sur le feutre à alcool, j'utilise souvent du crayon de couleur. Alors il faut bien choisir ses crayons de couleur, pas acheter des crayons en supermarché, et qu'il faut des crayons qui sont quand même bien gras pour pouvoir tenir sur le feutre. Alors je vous conseillerais pas de marque, mais juste une bonne marque de crayons de couleur d'art, c'est amplement suffisant. Et à ça je rajouterais des crayons blancs, pour le coup très gras eux aussi, ou des stylos blancs, voire même les deux, qui permettent de faire des reflets et des rayons dans les couleurs. Alors je sais que normalement on est censé faire des réserves dans le papier pour garder le blanc du papier, mais honnêtement, j'ai jamais eu la rigueur nécessaire pour réussir à faire ça, donc je rajoute toujours des rayons au stylo, au crayon, et honnêtement, ça ne choque personne. Pour ces petites touches de blanc, j'ai pas trop de conseils de stylo à vous donner, car j'en ai jamais trouvé un dont je sois totalement satisfaite à 100%. Le conseil que j'aurais, c'est d'aller en papeterie et de les essayer, de voir celui que vous préférez. Le Posca est pas mal, en tout cas en pointe un peu épaisse. Alors là, j'en ai acheté un récemment avec une pointe très très fine, et en fait l'encre est beaucoup trop liquide, du coup ça arrache vraiment beaucoup trop le papier. Et pareil, avec le Posca plus épais, il faut faire attention à pas trop faire 25 couches, car ça finit par gorger le papier et le faire se déchirer, donc c'est un peu dommage. Pour tout ce qui est tracé et dessin filaire, avoir quelques stylos calibrés, donc par exemple il y a Staedtler qui en fait, qui sont très bien, ou Pigma, qui ont donc vraiment des pointes avec des tailles en millimètres. Avoir une très très fine, une moyenne, un plus épaisse, c'est plutôt pratique. Moi j'aime bien me servir de ces stylos-là. Attention par contre à pas écraser trop fort les pointes, car ça finit par les tordre ou bien les épaissir, et donc on n'a plus les bons calibres, c'est un peu dommage.
Alors et sinon pour du dessin, du croquis ou de l'écriture rapide, il y a beaucoup de monde dans mon entourage qui ne jure que par les stylistes, qui sont des petits stylos noirs assez fins, et il faut reconnaître que je n'ai pas beaucoup vu pour une pointe aussi agréable et qui dure aussi longtemps, parce que là encore j'en ai certains qui datent de mes études je crois, donc ont 7-8 ans et pourtant je me sers quasiment que de ça pour écrire aussi. Pour tout ce qui est construction de dessin, type perspective construite, etc., le critérium est un indispensable. Je me vois difficilement faire ce genre de choses avec un crayon gras. Donc pour ça, ligne gris ou bleue, c'est un peu comme vous voulez, ou même rouge d'ailleurs. Moi personnellement, j'utilise plutôt de la ligne bleue pour la bonne et simple raison que je suis gauchère et que je frotte consciencieusement avec mon poignet sur tout ce que j'écris. Et du coup, la mine bleue, il résiste un petit peu mieux, ça évite d'étaler du crayon gras sur tous mes dessins, c'est plutôt pratique. À part ça, un bon investissement que je peux vous conseiller, c'est d'acheter un bon set d'instruments de géométrie en métal, donc une équerre, une règle, un T, un rapporteur et un compas. Bon, le compas pas forcément en métal, mais plutôt de bonne qualité. C'est un bon investissement que vous garderez toute votre vie. Moi, j'ai toujours les mêmes que quand je suis rentrée en mise à niveau, donc il y a 15 ans maintenant. Non, 10 ans maintenant. Alors, ce que j'ai fait par contre, parce que j'en ai eu marre de me faire tirer mes équerres, c'est je les ai gravés à mon nom en me servant d'un petit truc pour graver du verre, un stylo qui permet de graver. Ça marche plutôt bien, du coup j'ai toujours les mêmes. Alors que pendant mon bac, j'ai dû peut-être, je sais pas, perdre 3 ou 4 équerres. Perdre 3 ou 4 équerres. Tout ça fait donc un bon nécessaire pour tout ce qui est dessin technique, ref et perspective. Achetez pas ça tout d'un coup, achetez-le au fur et à mesure de vos besoins, bien entendu, ça évite de faire un gros investissement d'un coup et de voir vraiment exactement ce dont on a besoin. À ça, je vais rajouter quelques trucs pour faire la maquette. Donc, un bon cutter avec une lame plutôt épaisse, car plus elle est épaisse, moins elle va se tordre quand on va couper, donc plus on aura des découpes nettes. Un X-Acto pour les découpes de précision, des ciseaux qui seront utilisés uniquement pour le papier, enfin dans la théorie, dans la pratique, on sait tous qu'on va couper tout et n'importe quoi, genre les briques de soupe, etc. avec, on est d'accord. Ah, et mine de rien, essayez d'investir un petit peu dans vos outils de découpe quand même, parce que des bons outils déjà, vous les garderez plus longtemps, et en plus, ça permet d'éviter les incidents, parce qu'il n'y a rien de plus dangereux que de se servir d'un cutter qui est pas fiable, ou dont la lame bouge, ou bien dont la lame est émoussée, etc. Donc, la différence de prix entre un cutter premier prix, un bon cutter, c'est entre 1 et 7 euros. Et si ça vous permet d'éviter de perdre un doigt, c'est vous qui voyez, mais moi j'aurais tendance à prendre le cutter à 7 euros. C'est vous qui voyez. Si vous avez plus de rigueur que moi, avoir 2 règles en métal est une bonne idée. En avoir une pour le dessin qui ne servira que pour le dessin et une pour la découpe qui ne servira qu'aux découpes. La raison à ça est toute simple, c'est que lorsque vous utilisez votre cutter le long de votre règle, vous finissez par retirer un petit peu du métal et ça finit par faire une courbe. Et donc du coup, si vous voulez continuer à faire des tracés bien droits, c'est mieux d'avoir 2 règles différentes. Moi honnêtement, j'ai jamais réussi à différencier la règle où je coupe et la règle où je dessine. J'ai pas la rigueur pour ça, donc je vais pas vous en vouloir de pas l'avoir non plus. Un petit truc off sur les cols, parce que peut-être qu'un jour je vous ferai carrément une vidéo en entier sur la colle, histoire de vous montrer à quel point je suis une tarée sur ça. Mais je vous conseillerais bien sûr la bonne vieille colle UU Scotch, la celle en tube verte, qui est une super colle multi-usage et qui est pas trop chère. Et sinon, UU vend aussi une colle de type néoprène multi-usage, mais qui est adaptée au polystyrène. Parce que normalement, la néoprène fait fondre le polystyrène, ce qui est pas très pratique. Surtout que lorsqu'on fait des maquettes, on les fait beaucoup en carton plume, et le carton plume, le centre, c'est du polystyrène. Et donc du coup, cette colle, qui est aussi c'est un tube vert et jaune, elle est plus difficile à trouver, elle est plus chère, mais quand vous faites de la maquette, c'est vraiment une très bonne colle. L'avantage de la néoprène, c'est qu'une fois que ça a pris, ça ne bouge plus. Enfin, du ruban adhésif pour peintre, là, du ruban de masquage, genre Tesa, c'est toujours très utile à avoir dans un coin pas très loin. Ça peut servir pour maintenir des trucs temporairement quand on fait des maquettes, ou bien tout simplement pour accrocher des feuilles à la table lorsqu'on dessine des perspectives construites. C'est un peu nécessaire d'être bien parallèle à la table quand on se tape un thé, donc du coup, accrocher sa feuille à la table, c'est quand même super pratique. Et pour ça, le ruban de masquage est top, car il ne laisse pas de résidus collants sur la feuille. Selon votre spécialité, vous pouvez être amené à travailler sur des textures, des motifs, des choses comme ça, et du coup, de la peinture peut vous être utile. Moi, je dois vous avouer que je l'ai pas sorti depuis des années, donc je peux pas trop vous parler de ce que je préfère ou pas.
Bon, je vais m'arrêter là, même si en bonne nerd du matériel de dessin, je pourrais passer 2 heures à débatter sur la différence entre 2 points de feutre. Ça fait déjà 35 minutes que je parle là-dessus, donc je vais vous laisser. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut me donnera toujours le sourire. Et sinon, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, ça vous permettra de ne rater aucune vidéo et c'est gratuit. C'est le bouton rouge là, juste en dessous, il doit être là. Pas par là quoi, en dessous. Juste là. Si vous pensez à d'autres must-have au niveau matériel ou si vous avez des remarques, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça éclaire toujours ma journée comme la lumière d'Elendil a éclairé le chemin de Frodo dans les caves. Quant à moi, je vous dis à très vite sur les réseaux sociaux ou pour une prochaine vidéo.